Gel, neige, givre, la campagne et le jardin ont revêtu ou vont revêtir leur manteau blanc. C'est l'hiver, bienvenue dans l'univers Rustica. Bonjour, voici un nouveau numéro de Rustica Mag. Depuis le début de l'année, vous êtes à nouveau très nombreux à suivre ce rendez-vous bimensuel. Merci pour votre fidélité. On le voit, l'hiver s'installe, alors même si les jardiniers se sont préparés ou vont se préparer à endurer le pire, ils ne sont pas à l'abri de quelques mauvaises surprises et déconvenues. Trop de vent comme aujourd'hui, trop de froid, trop de neige. En hiver, le jardin n'est pas épargné par les caprices de la météo. Les excès sont parfois au rendez-vous, rendant cette saison beaucoup plus difficile à passer pour le jardin comme pour les plantes. Le dossier du Rustica de cette semaine vous aidera à adopter la bonne attitude face aux aléas climatiques et surtout vous indiquera les bons réflexes à avoir pour contrecarrer une météo capricieuse et difficile. Alors justement, il fait mauvais temps et la mise en culture de certaines fleurs et de certains légumes n'attend pas. Concrètement, comment réussir à semer des légumes au chaud si l'on ne possède pas de serre? Eh bien la solution, c'est Hubert Fontaine qui va nous la donner en nous expliquant comment fabriquer une couche chaude. S'il y a bien un principe pour accélérer un potager, c'est la fabrication d'une couche chaude avec du fumier frais. Il existe plusieurs méthodes pour fabriquer une couche chaude. On peut enterrer le fumier frais et mettre un coffre par-dessus, ou alors, comme ici, fabriquer un coffre et mettre à l'intérieur le fumier frais. L'intérêt de ce système, c'est que ça vous permet de travailler à hauteur et surtout dans la propreté. Le fumier chauffe un peu comme lorsque vous mettez de l'herbe sur votre tas de compost et au bout de quelques jours, voire quelques heures, il y a un échaud qui se produit lors de la décomposition. Une fois que vous avez bien étendu votre fumier, surtout essayez de le tasser au maximum de façon qu'il soit le plus régulier possible. On évite que les fétus de paille ne dépassent. Maintenant, nous allons étendre notre terreau sur 15 voire 20 cm d'auteur. Il suffit de se procurer du terreau universel ou du terreau horticole dans une jardinerie et de l'étendre sur son fumier. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir déjà du terreau de votre compost, vous pouvez aussi étendre ce genre de compost, ce genre de terreau. Mais il faut bien reconnaître que si vous récupérez du terreau qui a déjà été utilisé, vous risquez d'avoir une invasion d'herbes. Donc on met à la limite un petit peu de compost entre le fumier et le terreau vous permettra d'avoir des semis très réguliers. Alors maintenant nous allons couvrir notre couche avec des châssis. Donc ça, ce sont des châssis maraîchers. J'ai de la chance d'en avoir, mais on pourrait aussi les fabriquer soi-même avec du polycarbonate, ça va très très bien. Alors sachez quand même que sous les châssis, la température peut monter à 60 degrés. Alors pas exactement au niveau de ça, mais le fumier avec les chauds, puisqu'il s'agit du fumier de bovin, à 60 degrés. Et si j'avais utilisé du fumier de cheval, on aurait monté une température de 80, voire plus, voire jusqu'à pratiquement 100 degrés. Lorsqu'on utilise du fumier de cheval, il faut attendre au moins une semaine avant de semer ou repiquer. Alors, vous allez semer et repiquer vos légumes qui pourront rester dans cette couche chaude durant toute la durée de leur culture. Il suffira d'enlever les châssis pour permettre aux tiges, aux fleurs et aux fruits de se développer. Quant aux racines, eh bien, elles vont puiser les éléments nutritifs dont elles ont besoin dans le fumier. C'est l'un des principes de la couche chaude. Place maintenant à une toute nouvelle rubrique dans Rustica Mag. Tous les mois, un des rédacteurs de la rédaction va vous révéler les secrets de culture d'une fleur, d'un fruit ou d'un légume. Aujourd'hui, c'est Alain Delavie, rédacteur en chef du magazine, qui va vous révéler les secrets pour bien tailler la clématite. C'est une nouvelle rubrique, c'est la rubrique 5 secrets. Cinq secrets pour tailler la clématite. À la plantation, plantez votre clématite profondément pour encourager l'enracinement de la base de chaque tige. Parmi ces tiges, sélectionnez-en une et coupez-la au-dessus d'un rang de bourgeons pour provoquer l'apparition de nouvelles pousses, évitant que votre grimpante se dégarnisse. À la fin de l'hiver, rabattez sévèrement les clématites à floraison estivale en coupant toutes les tiges à 30 cm du sol. Au printemps, après la floraison printanière des clématites montana et armandii, taillez les rameaux de ces plantes au-dessus du 5e ou 6e rang de bourgeons. Rabattez les branches les plus âgées au ras du sol pour que de jeunes pousses apparaissent et régénèrent votre clématite.
En été, pour les clématites d'été, conservez précieusement et attachez les nouvelles tiges avec un lien, car ce sont elles qui fleuriront l'année prochaine. En automne, pour les clématites herbacées, coupez toutes les tiges à 50 cm du sol pour éliminer feuilles et rameaux secs. Recouvrez le pied d'une variété peu rustique avec de la paille ou des feuilles mortes pour le protéger. 5 secrets, c'est une nouvelle rubrique, une occasion pour vous de mettre un visage sur les auteurs des articles que vous lisez chaque semaine dans Rustica. Pour nous, c'est une manière de vous faire bénéficier au mieux et surtout en direct de notre expertise. La cabane que vous allez découvrir est une cabane pas tout à fait comme les autres. Alors bien sûr, elle possède un toit, des murs, une porte, des fenêtres. Jusque-là, tout est normal. Et pourtant, ces éléments sont réalisés avec un matériau original, un matériau que les jardiniers connaissent bien, mais original malgré tout. Regardez. Installer une cabane dans son jardin est un rêve d'enfant, mais encore faut-il avoir le temps, les matériaux et la main-d'œuvre nécessaires pour la réaliser. C'est pas toujours possible. Alors la cabane que je vais vous proposer aujourd'hui n'est pas une cabane que vous allez construire, mais une cabane que vous allez planter. Oui, effectivement, nous allons planter notre cabane et pour cela, nous allons utiliser une essence, le conifère, l'if plus précisément, qui est un conifère avec des aiguilles vertes à feuillage persistant. Il se part en automne d'une multitude de petites baies rouges. Attention, elles sont très toxiques. Alors maintenant, voyons voir à quoi ressemble cette cabane. Eh bien la voici notre cabane. Elle a tout d'une vraie maison, 4 murs et une toiture. Voyons maintenant comment réaliser les murs. Vous allez tout d'abord construire un gabarit en bois, ici en bambou, en pin ou en châtaignier. Vous allez disposer 2 poteaux à 3 mètres de distance, les relier par un poteau horizontal et réaliser le faîtage. Vous allez construire la même chose 3 mètres plus loin et vous allez ainsi obtenir le volume, le gabarit de votre cabane. Votre gabarit réalisé, vous allez procéder à la plantation de ces ifs. Vous allez en planter 6 par côté, 1, 2, 3. 4, 5, 6, soit 18 ifs au total pour réaliser l'ensemble de cette cabane. Ils vont se développer, pousser progressivement et vous allez les faire épouser le gabarit au fur et à mesure de leur croissance. Comme dans toutes les maisons, vous allez la décorer, l'aménager, utiliser du mobilier. Mais avant, vous allez réaliser des ouvertures comme la porte ou les fenêtres. Et vous allez pour cela tailler dans l'épaisseur de l'if. Tailler donc ces fameuses ouvertures. Et pourquoi pas quelques fantaisies, comme par exemple ce hublot ciselé dans le pignon. Côté entretien, vous allez maintenir la silhouette de votre cabane en taillant l'if 2 fois par an, à la fin du printemps et à la fin de l'été. Utilisez pour cela un taille-haie et faites-le au cordeau pour obtenir un aplomb parfait. Et voilà, désormais vous ne direz plus je vais changer une tuile pour réparer ma toiture ou repeindre les façades de ma maison, vous direz tout simplement je vais tailler ma cabane. Original, non ? Les orchidées ont la réputation d'être capricieuses et difficiles à cultiver. Pourtant, parmi les nombreuses espèces, l'orchidée papillon ou Phalaenopsis se distingue par une relative facilité de culture. Philippe Lecoufle, qui dirige l'un des plus anciens établissements d'obtention et de production d'orchidées en France, les établissements Vachereau et Lecoufle, nous parle des exigences de cette variété, des soins à lui prodiguer et plus précisément de ce qu'il faut faire chez vous pour que cette orchidée refleurisse. Les orchidées papillons enchanteront les débutants. La culture des Phalaenopsis, leur nom scientifique, est facile. L'entreprise Vachereau et Lecoufle est spécialisée dans les orchidées depuis plusieurs générations. Elles ne craignent pas les courants d'air du moment que ce ne sont pas des courants d'air froids. Si par contre il fait 16 degrés chez vous, en général, même si votre plante a soif, vous ne l'arrosez pas. C'est une plante qui va mieux se porter entre 18 et 22 degrés en température ambiante d'appartement qu'à 25 ou 30 degrés. Au niveau de la lumière, ce sont des plantes qui ont besoin d'énormément de lumière, beaucoup de clarté. Elles n'aiment pas le soleil direct absolu. Plus vous avez de lumière et une température élevée, plus la plante va pomper. Donc il va falloir l'alimenter en conséquence. Si on est dans des appartements secs, ce que l'on va faire, c'est qu'on va simplement vaporiser la surface du pot avec un vaporisateur bien fin. En fait, on observe les racines. Si on a des pots transparents, on peut observer les racines. Lorsque les racines sont claires, là, elles commencent à s'éclaircir.
mais elles sont encore vertes. Ça, c'est une plante qui peut très bien attendre 2-3 jours avant d'être arrosée encore. Et puis, quand elles deviennent un peu grisâtres comme ça, on peut faire baigner la plante. Et puis, à ce moment-là, elle a suffisamment d'eau pour quelques jours. Alors, il faut un substrat très aéré, pas poussiéreux, pour les Phalaenopsis en particulier, qui sont très sensibles au niveau des racines. Vous allez en trouver chez les producteurs du substrat à base d'écorce principalement, mais un substrat absolument propre et léger. Et la plante, quand on la rempote, ne va pas forcément aller dans un pot plus gros. Très souvent, elle va rester dans la même taille de pot. On va démonter la motte des racines, changer le substrat, bien la tasser dans son nouveau pot, et là, vous verrez qu'elle se portera comme un charme. Alors, une fois qu'on l'a rempotée, on la vaporise à la surface du pot, avec un brouillard très très fin, de manière à humidifier simplement un petit centimètre ou deux de la surface du pot, qui sèche chaque jour, mais qui permettent aux racines de redémarrer. À partir du moment où les racines ont démarré, on peut reprendre progressivement les arrosages. Et puis après, au bout de 5 jours, une semaine, vous allez peut-être pouvoir la baigner. Et puis, au bout du 2e ou 3e arrosage, vous pourrez commencer à lui donner de l'engrais de nouveau. Quand on a des feuilles comme celle-ci qui est abîmée, on peut se permettre de lui donner un look un petit peu plus propre. Et puis, on modifie un petit peu, mais tout en gardant la forme de la feuille. Voilà. Les Phalaenopsis fleurissent un peu toute l'année. C'est l'avantage du Phalaenopsis qui sont, on peut contrôler la floraison en leur apportant un petit peu de fraîcheur la nuit, de manière à provoquer le départ à partir de la base de la plante. Les plus grosses plantes peuvent refleurir. Il faut couper la tige au-dessus du 3e œil pour obtenir une seconde floraison. Bien luné en 2015, vous le serez, votre jardin et vos plantes le seront également grâce au dossier du prochain numéro de Rustica qui détaille tous les principes pour bien jardiner avec la lune. Comprendre les phénomènes de lune montante et descendante, découvrir les constellations favorables à la croissance des racines, des feuilles, des tiges et des fruits, savoir quand semer, planter, multiplier ou tailler tout en bénéficiant des effets positifs de la lune, tout est expliqué dans ce numéro spécial Lune 2015. Et pour vous accompagner au jour le jour, Rustica vous propose le précieux carnet Lune avec l'indispensable calendrier lunaire 2015 qui vous guidera au fil des semaines et des mois dans tous vos travaux de jardinage. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour voir si la météo ne vous a pas joué de vilains tours. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Ce sera le numéro 3 de l'année pour ma part, je serai au rendez-vous. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.